Ce webinaire du jour qui vous est proposé par l'Agence de l'orientation et des métiers et ses partenaires, dont le CARIFOREF de Normandie, dont des filières et des acteurs qui sont acteurs, actrices dans la valorisation de la mixité dans les métiers. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, vous le voyez, hein, le titre du webinaire, Mixité des métiers, s'outiller pour accompagner. L'objectif, ça va bien être de vous outiller, de vous informer, de diffuser des bonnes pratiques, de vous informer sur des outils existants, sur des exemples concrets pour lutter contre une vision genrée de l'orientation. Alors, avant de passer la main à Denis Le Boucher qui va introduire ce webinaire, je voudrais faire un petit tour de table et vous présenter les gens qui vont être avec nous ce matin. Pour commencer, Malika de Méotis. Bonjour Malika. Bonjour à tous. Donc moi je suis Malika Demeotis, chargée de projet à l'Observatoire du CARIFOREF de Normandie. Merci Malika. Également avec nous, Emmanuel Jardin-Paillet. Bonjour à toutes et tous, moi je suis coordinatrice régionale de la Fédération régionale des centres d'information pour les droits des femmes et des familles de Normandie. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'Alexandra Bricou est avec nous, est arrivée? Je ne l'ai pas vue tout à l'heure. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc Alexandra Bricou, déléguée régionale Numéum Normandie, donc le syndicat professionnel du numérique, mais on en reparlera tout à l'heure. Merci. Avec nous, Gilles Morel. Bonjour. Alors, Gilles va intervenir, s'il n'est pas là, Gilles va intervenir avec moi. Oui, Il est excusez-moi. directeur. Oui, ça y t'es est, là. j'ai mis mon micro, désolé. Oui. Bonjour, Gilles Morel. Donc, je suis là deux titres avec une double casquette. Ma casquette principale est celle de directeur de l'agence LUCLA de Normandie, qui est une ESN. Et puis, je suis également avec Alexandra, membre du bureau normand de Numéum. Merci beaucoup, Gilles. Avec nous, Marion Leroy. Bonjour Marion. Alors, pensez à votre micro, super. Oui, alors Marion Leroy, moi je suis de Capgemini Engineering et avec des consoeurs, on a lancé une communauté qui s'appelle Nucléel pour promouvoir la place des femmes dans le nucléaire et on est là pour vous en parler. Merci beaucoup. Est-ce que Stéphanie est avec nous? Je ne l'ai pas vue, justement. Elle va arriver, je pense. Stéphanie, est-ce que tu veux la présenter, Alors, Marion? Stéphanie, justement, c'est mon binôme côté EDF et ensemble, on est en train d'organiser cette tournée Nucléel. Merci beaucoup. Alors, Sabrina Aurin va nous rejoindre tout à l'heure. Elle est chef d'exploitation agricole au GAEC Aurin et elle va pouvoir parler de la filière agricole. Et avec nous, on a Anne-Sara Moalik. Bonjour Anne-Sara. Bonjour. Alors déjà, je m'excuse, ma caméra vient de sauter. Et moi, je suis déléguée générale chez Fibois Normandie, l'interprofession bois et forêt de la région. Merci beaucoup. Et enfin avec nous, Alexandra Trapenard. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Alexandra Trapenard. Donc, je suis chargée d'ingénierie de projet donc, à l'Agence de l'orientation et je travaille plus spécifiquement sur les projets en lien avec la mixité, d'où ma présence aujourd'hui. Merci beaucoup et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire. Je suis chargée d'ingénierie de projet à l'Agence de l'orientation et des métiers. Alors, est-ce que Denis nous a rejoint? Denis, si tu veux bien introduire ce webinaire avec quelques mots. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Ok, bonjour à toutes et à tous. Denis Le Boucher, donc le directeur de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Je vais démarrer par vous remercier puisque vous êtes très nombreux et on est particulièrement heureux de vous accueillir dans ce mois de mars et on est très content de l'avoir pu faire ce webinaire sur ce mois de mars puisque depuis le 1er mars, la cause de l'égalité, de la mixité, revient, quels que soient les supports, quels que soient les médias ou les institutions, et c'est très bien. Vous pourriez vous poser la question pourquoi l'agence d'orientation est autant mobilisée ce mois et je vous dirais que lorsqu'on a créé l'agence en 2020, on était, dans la déclinaison de la loi de 2018, la fameuse loi qui nous a traversé autour de la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a eu des impacts dans beaucoup de domaines, mais un impact du côté des régions, puisqu'on a récupéré l'information sur les métiers, et que dans ce cadre-là, il était bien mentionné dans le cadre de la loi qu'il y avait deux sujets transverses sur lesquels les régions devaient travailler, c'était la promotion de l'apprentissage et
les messages et les promotions autour de la mixité, et dans les deux sens, bien évidemment, puisque vous le savez, par ailleurs, les régions traitent aussi des formations du sanitaire et social, et que, à l'inverse, là, on a aussi des sujets de mixité, j'ai envie de dire, dans l'autre sens, comme vous le savez. Alors nous, l'agence, on est complètement investi sur le sujet, et c'est d'autant plus d'actualité que hier, on a eu la chance d'avoir Madame la rectrice et le président de région, M. Morin, qui sont venus, alors je ne veux pas dire conclure, parce qu'il y aura encore quelques actions, il y en a encore aujourd'hui, il y en aura encore la semaine prochaine, dans une belle opération qui a fait, j'ai envie de dire, tache d'huile en Normandie, qui s'appelle l'opération Girls Day. Donc, autant l'année dernière, je pense que vous n'en aviez pas beaucoup entendu parler, autant cette année, je pense que vous avez dû, je dirais, à un moment donné, avoir des informations sur ce sujet, puisque cette opération aujourd'hui, on a réussi à mobiliser à date 28 lycées. Et hier, par exemple, au lycée de Franqueville, avec la présence des institutionnels, on a eu l'occasion et la chance d'avoir des collégiennes, d'avoir un temps consacré à des collégiennes qui sont venues visiter un lycée à la fois général, mais un lycée technologique et professionnel. Et on leur a présenté des filières, des plateaux techniques, des ateliers, où on leur a laissé le temps de découvrir, d'appréhender vraisemblablement des secteurs qu'elles ne connaissaient pas très bien, et leur donner aussi, je dirais, une réalité par rapport à leur niveau en maths, par rapport à leur niveau en sciences, en leur donnant, je dirais, toute la confiance nécessaire, et qu'elles ne se posent pas de limites. Alors, je ne vais pas dérouler parce que c'est le sujet de vos interventions de ce matin, mais on a vu de manière très concrète hier des jeunes filles très intéressées, mais parce qu'on a pris le temps, on a pris le temps de ces ateliers, le temps aussi de leur faire découvrir et d'entendre des ambassadrices qui étaient là. Alors, il y avait à la fois deux types d'ambassadrices. Il y avait des ambassadrices que l'on avait positionnées, nous, côté agence de l'orientation, et je vous invite à rejoindre d'ailleurs notre réseau d'ambassadeurs. Je fais ma petite page de pub en passant, mais on a besoin de vous, les filles particulièrement engagées sur des métiers qualifiés pour témoigner dans ce type d'opération. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme Destination Métiers. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, on avait mobilisé hier des ambassadrices. Il y avait une ambassadrice d'EDF, à la fois une ingénieure, à la fois une technicienne, pour montrer des logiques de parcours. Et puis c'était vraiment intéressant, des ambassadrices, enfin elles n'étaient pas étiquetées entre guillemets ambassadrices de l'agence, puisque c'était des jeunes femmes qui étaient passées par le lycée et qui aujourd'hui avaient des fonctions d'encadrement, des fonctions de management. Et l'idée, c'était qu'elles présentent aux collégiennes qui étaient là leur parcours. Donc tout ça pour dire que, alors nous, on n'a rien inventé, très honnêtement, sur ce sujet-là. C'est une opération qui existe depuis 4 ans, 5 ans, même le temps passe vite. C'est le lycée Pablo Neruda de Dieppe et Madame Hébert qui, avec son équipe, avait mis en place ce dispositif dans son lycée, et qui, grâce à cette opération, augmente tous les ans le nombre de jeunes femmes dans son établissement, en passant il y a 5 ans de 11% de filles à aujourd'hui quasiment 27% selon les sections. Donc c'était très concret. L'année dernière, on a expérimenté à étendre l'opération, et 6 établissements nous avaient rejoints. Et donc, Madame la rectrice, souhaitant avec le président de région qu'on pousse encore les feux, aujourd'hui, je vous le disais, on a 28 établissements qui se sont engagés dans la démarche. Ça veut dire derrière plus de 2000 collégiennes qui ont été sensibilisées. Donc voilà, une très très belle opération qui ne pourrait faire que l'année prochaine, on ait quasiment tous les établissements de Normandie de mobiliser. Puis c'est très intéressant parce que ça fait un rapport entre les collèges et les lycées, avec des équipes pédagogiques qui se connaissent pas forcément et qui vont se retrouver sur cette cause-là, d'autant plus que dans beaucoup d'établissements de Normandie aujourd'hui, ils travaillent aussi au label égalité, et ce qui fait qu'ils sont en train de graduer leurs travaux sur ces sujets-là. Donc ça, c'est la partie Girls Day que je voulais vous présenter. C'est d'autant plus que vraiment l'actualité m'y oblige quasiment. Et puis deuxième opération qui est plus discrète peut-être à l'heure qu'il est, qu'on mène avec
avec les centres aérés pendant les vacances scolaires. On a intitulé ce dispositif le tournoi des talents. L'idée, c'est qu'on essaye vraiment d'impacter. Souvent, les élus nous ont dit il faut essayer de toucher les jeunes le plus rapidement possible. Et donc, on reçoit, dans le cadre du tournoi des talents, des centres aérés aussi bien à Hérouville qu'à Rouen, dans nos locaux, avec des jeux garçons-filles autour de plusieurs domaines professionnels. Et ce qui est chouette, c'est qu'à 8 ans, ils ne se posent pas, même s'ils ont des rapports à ces sujets-là, mais je veux dire, ils vont exercer très facilement tout au long de la journée dans le cadre de jeux très ludiques. Il ne s'agit pas de leur dire le soir du tournoi, vous devez déjà vous positionner, très loin de là, mais c'est de leur faire toucher ces sujets de mixité, qui repartent avec la petite médaille puisqu'ils auront exercé dans tous les domaines et qu'ils en parlent dans le soir avec les parents, avec les animateurs, puisqu'on touche aussi les animateurs qui sont là le temps des vacances scolaires. Et pareil, entre 20 ans et 18 ans et 25 ans, c'est des sujets intéressants à traiter avec les cohortes d'animateurs. Donc voilà, le webinaire s'inscrit logiquement dans ce prolongement d'actions. Alors, il y a d'autres actions, bien évidemment, tout au long de l'année, et Alexandre Trapenard pourrait nous les citer. Mais voilà, donc je voulais mettre vraiment en lumière ces deux opérations-là. Et puis, le webinaire, on est une troisième, comme je le disais. Et voilà, donc je vais arrêter là, Alexandra. Je vais vous laisser prendre votre ordre du jour. Mais vraiment, j'insiste largement et lourdement sur mes remerciements quant à votre mobilisation, aussi bien les intervenants que vous, les participants, et on aura l'occasion d'avoir d'autres moments avec vous. Très beau webinaire et à très bientôt. Merci beaucoup, Denis. Et donc, effectivement, le sujet du jour, là, on va changer de classe d'âge. On vient d'évoquer les scolaires. Et là, effectivement, on va parler de la mixité dans les filières professionnelles. Et on va commencer avec Malika Deméotis qui va nous donner un aperçu chiffré. Je te laisse la main, Malika. Merci, Alexandra. Alors, vous voyez bien mon support? Oui. Bon, ouais, très bien. Donc moi, je vais vous donner quelques chiffres qui sont extraits de l'étude qui est nommée Vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes en Normandie. Donc il faut savoir que depuis 2021, juste un petit rappel, la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité a confié au CARIFOREF la création de l'Observatoire sur l'égalité professionnelle. Et du coup, depuis 2021, on a une publication annuelle qui sort sur ces chiffres-là. Alors, on va un petit peu plus loin que l'égalité professionnelle dans l'étude, parce que vous pouvez retrouver des chiffres sur la population, l'emploi, l'entrepreneuriat, le marché du travail, la formation, la place des femmes en milieu rural, les violences faites aux femmes, la santé, et également la place des femmes dans le sport, la culture et la politique. Donc, c'est une étude qui est très dense, mais pour ce matin, on va se recentrer sur la rubrique emploi. Donc là, ce sont les chiffres clés de l'édition 2025. Il faut savoir que je suis en train de réaliser l'édition 2026 et elle sortira en juin. Donc voilà, Alexandra sera forcément au courant et pourra vous relayer la sortie de la nouvelle étude 2026 au mois de juin. Donc quelques chiffres clés, donc recentrés vraiment sur l'emploi. Donc on va s'intéresser au profil des femmes en emploi et aux conditions d'emploi des femmes. Une petite slide sur les chiffres de l'index de l'égalité professionnelle en Normandie, sur l'entrepreneuriat, la place des filles dans les différentes filières de baccalauréat, et puis enfin une dernière slide, si on a le temps, sur les violences sexistes et sexuelles au travail. Donc là, ce sont des chiffres au niveau national, parce qu'on n'a pas de chiffres normaux. Voilà, le profil des femmes en emploi en Normandie. Donc, il faut savoir que le taux d'activité des femmes est de 72% en Normandie. Je vous rappelle, le taux d'activité, c'est le taux des personnes en emploi et en recherche d'emploi. On voit là que l'écart de taux d'activité entre les hommes et les femmes est de 4,5 points. Et puis, si on s'intéresse au taux d'emploi, en Normandie, on a 63,1% des femmes qui sont en âge de travailler, qui sont en emploi. Alors, même si l'écart de taux d'emploi femmes-hommes se réduit au fil du temps, là, il est de 4,7 points en 2021 contre 5,8 points en 2014, il reste inférieur à celui des hommes. Un autre chiffre sur le profil des femmes en emploi, c'est la part des femmes salariées et non salariées.
Donc, dans les salariés, on entend toutes les formes de contrats, que ce soit CDI, CDD, apprentissage, stage, etc. Donc, la part des femmes salariées en Normandie, elle est de 90,5% contre 85,2% pour les hommes. Et les non-salariés, ce sont les femmes indépendantes majoritairement. Donc, elle est de 9,5% pour les femmes contre 14,8% pour les hommes. Donc, comment se répartissent les femmes dans les 5 grands secteurs d'activité en Normandie? Donc, on a 27,8% de femmes dans l'agriculture, 29,1% de femmes dans l'industrie, un peu plus de 48% dans le commerce, 11% dans la construction et près de 60% dans le secteur d'activité des services. Donc, on voit là que c'est le secteur des services qui emploie le plus de femmes. Seul le secteur du commerce présente une quasi-parité. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la part des femmes indépendantes, on sait que c'est le secteur de l'agriculture qui a la part la plus importante de femmes indépendantes, avec près de 55%. Alors que si on regarde cette part des femmes indépendantes sur les 4 autres secteurs, la part, elle oscille entre 5 et 10%. Donc tout ça, c'est des chiffres que je n'ai pas mis, que je vous donne à l'oral, mais que vous pouvez forcément retrouver dans l'étude. Alors maintenant, après les secteurs d'activité, si on s'intéresse aux familles professionnelles, il faut savoir qu'il y a 6 familles professionnelles qui comptent plus de 60% de femmes. Donc les femmes sont quand même, on retrouve les femmes dans ces 6 familles, donc ce qui représente une part importante des femmes en emploi. Donc la part des femmes est majoritaire, là on voit dans les métiers de services aux entreprises et aux particuliers, entre 60 et 80%. Donc ces 6 familles professionnelles, ça va être les services aux particuliers et aux collectivités, la santé, l'action sociale, tout ce qui est gestion, administration de l'entreprise, les banques et assurances, l'enseignement et la formation et l'administration publique. Donc voilà, c'est très concentré en fait sur ces 6 grandes familles. Après, les taux sont beaucoup moins importants, alors que pour les hommes, ça va être dispatché sur beaucoup plus de familles professionnelles. Donc forcément, en écho avec les métiers des services, on retrouve les femmes majoritaires dans 2 grandes catégories socio-professionnelles, qui sont les catégories employés et professions intermédiaires, avec pour les employés 77,8% des actifs en emploi qui sont des femmes et 53,7% pour les professions intermédiaires. Donc c'est en cohérence avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec la place des femmes dans les métiers du service. Donc, l'écart diminue chez les cadres, puisqu'on a 43,7% de femmes, mais il se creuse chez les ouvriers, avec 20,7% de femmes, chez les agriculteurs, avec 27,1% de femmes, et les artisans, avec 32,1% de femmes en emploi. Une slide intéressante, c'est le niveau de diplôme, ce qu'évoquait tout à l'heure Denis, comment les femmes se réorientent après alors qu'on sait qu'elles sont plus diplômées que les hommes, pardon. Donc, si on s'intéresse à la part des femmes qui n'ont aucun diplôme, on voit qu'elle est minoritaire à celle des hommes, puisqu'on a 10,6% de femmes de moins que les hommes qui n'ont pas de diplôme, pardon. CAP, BEP, là, la part est plus importante chez les hommes avec près de 60%. Les baccalauréats, on est à peu près équivalent. Et un chiffre intéressant, c'est celui du niveau de diplôme d'études supérieures, puisque la part des femmes est de 56% contre 44% pour les hommes, ce qui fait quand même 12 points supérieurs aux hommes. Donc, quand même, un chiffre qui est quand même très important à noter. Après le profil d'emploi, les conditions d'emploi des femmes, donc un chiffre sur le temps partiel. On a un quart des femmes qui est à temps partiel contre 7,6% des hommes. Les femmes sont donc davantage concernées par le temps partiel. Une petite précision, en milieu de carrière, 23% des femmes travaillent à temps partiel contre 4,5% des hommes. Et après 55 ans, le travail à temps partiel ne cesse d'augmenter chez les femmes pour atteindre 31% d'entre elles. Un autre chiffre intéressant, c'est la multi-activité, c'est-à-dire que les femmes occupent plus fréquemment que les hommes au moins 2 emplois simultanément, puisque la part des femmes est de 8,2% contre seulement 3,9% des hommes. Alors,
la petite slide qui fâche sur l'écart salarial, donc entre les femmes et les hommes. Donc là, on voit hein, que l'écart salarial sur la petite infographie, là, il se pose en fait dès le début de carrière. Hein. Ainsi, le salaire net horaire moyen d'une femme entre 26 et 50 ans, si on s'intéresse au milieu de carrière, il est inférieur de 12,5% à celui d'un homme du même âge. Et bien, cet écart, il va se creuser pour atteindre en fin de carrière près de moins de 21%. Pardon. C'est quand même une différence qui est quand même très importante. Et si on s'intéresse à cet écart salarial par catégorie socio-professionnelle, on voit qu'il est plus marqué chez les cadres, avec une différence de 17%. Viennent ensuite les professions intermédiaires avec 13,6% de différence, les ouvriers 13%, et enfin les employés avec une différence qui est moindre, mais qui est quand même de 4,9%. Je ne veux plus passer à la slide d'après. Voilà. Voilà, donc quelques chiffres sur le profil et les conditions des femmes en emploi. Si vous consultez l'étude, vous en aurez bien sûr un davantage, mais voilà, je pensais que c'était important de vous donner ces chiffres-là. Dans cette rubrique des femmes en emploi, on a également des infos sur l'index de l'égalité professionnelle. Donc, pour rappel, hein, en fait, l'index de l'égalité entre les femmes et les hommes, il a été créé pour que soit appliqué à travail égal, salaire égal. Donc, ce qui est inscrit hein, dans la loi depuis plus de 45 ans. Donc, sous la forme d'une note sur 100, l'index, il va se composer de 5 grands critères qui vont définir une note, la note de cet index. Donc, au 12 février 2025, en Normandie, là, vous pouvez voir que la note moyenne à l'index de l'égalité professionnelle était de 90 sur 100, donc pour 110 entreprises déclarées. Soit 2 points de plus qu'au niveau national, puisque la note, elle, au niveau national, est de 88 points. Alors, en regardant cet index sur les différentes éditions qui sont sorties, cette note, elle a progressé de 4 points depuis 2022. Une autre slide sur l'entrepreneuriat par les femmes. Donc, en 2023, la part des femmes créatrices d'entreprises en Normandie était de 36,1% contre 33,1% en France. Et on était donc en deuxième position derrière la Martinique et à égalité en fait avec la Bretagne. Là, je viens de traiter les chiffres 2024. La Normandie est repassée en première position avec 36,3% de femmes créatrices d'entreprises. Une slide maintenant sur la formation et on a fait une focale sur le niveau baccalauréat. Donc, vous avez la répartition filles-garçons dans les différentes filières de baccalauréat. Donc, pour le bac général, on a 55,5% de filles pour 44,5% de garçons. Je vous ai mis le top 3 des enseignements spécialisés qui avaient été choisis par les filles à la rentrée 2024. Donc, ce sont les sciences éco, les maths et les sciences de la vie et de la terre. Et pour les garçons, c'était les maths, la physique, chimie et les sciences éco. Là, j'ai traité dernièrement les chiffres de la rentrée 2025, donc je peux vous les donner. Pour les filles, les maths, elles repassent en 3e position, derrière les sciences éco et les SVT. Pour les bacs techno, on a 51,7% de filles pour 48,3% de garçons. Et pour les bacs pro, 42% de filles pour 58% de garçons. Un autre indicateur que je vous ai mis sur la slide, c'est le taux de réussite selon le type de bac. Donc, on voit là qu'on a un écart filles-garçons hein, toujours en faveur des filles sur les résultats de 1,7% pour le bac général, 3,3% pour le bac techno, et 4,7 points pour le bac pro. On voit là en fait que le taux de réussite à l'examen chez les filles est plus élevé hein, que n'importe que ce soit le bac général, technologique ou professionnel. Et enfin, une dernière slide, voilà, sur, je vous disais, on traite dans l'étude les violences faites aux femmes et forcément les violences sexistes et sexuelles au travail, puisqu'on en parle de plus en plus, hein, notamment avec la place des référents dans les entreprises sur les VSS. Donc là, ce sont des chiffres au niveau national.
Donc 46% des femmes ont déclaré avoir l'impression d'avoir été moins bien traitées en raison de leur genre au travail. Je vous ai mis quelques situations qu'elles ont vécues. Donc elles sont 24% à avoir un écart de salaire inférieur avec un collègue homme à poste égal ou compétences égales, 12% à avoir vécu une discrimination à l'emploi, 8% à avoir subi des étreintes ou des baisers faits par un collègue ou un homme qu'elles ne connaissaient pas. Et elles sont quand même 17% à rencontrer des difficultés à prendre la parole au sein d'un groupe en tant que femme. Donc voilà, ce qui dit beaucoup de la confiance en soi quand on est dans un groupe mixte. Je crois que je suis arrivée au bout. Non, je vous ai mis aussi une slide qui reprend les 10 chiffres clés à retenir pour l'édition 2025. Donc là, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec toutes les thématiques qui sont abordées dans l'étude. Et puis, sur la dernière slide qui sera présente sur le PowerPoint que Alexandra pourra vous transmettre, il y a le lien vers l'étude sur le site du CARIFOREF. Donc voilà pour moi. Je sais Un pas s'il y a des grand merci questions. Malika. Oui, il y avait une question. Alors, pour les questions, on va évidemment pas pouvoir toutes les traiter forcément en live, mais par contre, n'hésitez pas à toutes les mettre dans le chat et on y répondra au fur et à mesure. Il y a une question sur qu'est-ce qui justifie l'écart de salaire. Alors, c'est une très Bah, grande question. je crois que c'est un peu... Est-ce que tu as un élément de réponse, Malika, à Non, apporter bah, au je vu pense des que c'est études un que tu as faites? peu... c'est culturel, hein, non? Non, nous, c'est vrai que voilà, nos études, on est sur du chiffre, hein, bien sûr, même sur, par exemple, sur le temps partiel, on donne un chiffre, mais est-ce que le temps partiel est subi, choisi, tout ça, ce serait des choses qui seraient intéressantes de savoir. Nous, on va pas jusqu'à voilà, on est très factuel hein, sur du chiffre au niveau des études, mais non, non, il n'y a rien qui justifie cet écart, en fait, je pense. Oui, C'est ce que juste tu qu'il dis, c'est faut, que... voilà, Oui. il faut que les mentalités évoluent et qu'à poste égal, on soit salaire égal pour les hommes et les femmes, quoi. Surtout pour les femmes. Merci Malika. Eh bien, je vous propose de continuer le propos et puis on aura peut-être d'autres éléments de réponse à cette question-là, parce qu'effectivement, on va voir que factuellement, il n'y a pas de raison, qu'effectivement, c'est plutôt des habitudes et c'est plutôt culturel, effectivement. On va donner la parole maintenant au CIDFF. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît. Est-ce que tu veux bien nous expliquer ce que c'est? Alors, je t'invite à remettre ton micro parce que tu sais, je l'ai coupé Oui, tout à l'heure. ça y est. Merci. Voilà, c'est bon. Donc, Centre d'information pour les droits des femmes et des familles. Donc, les CIDFF, alors c'est une petite diapo que j'avais prévue plutôt à la fin, mais je peux vous en parler dès maintenant. Les CIDFF existent depuis 50 ans. En fait, ils ont été créés à l'origine par l'État pour accompagner les femmes vers l'autonomie sociale et professionnelle. Donc, nous avons 98 CIDFF en France qui sont chapeautés par une fédération régionale et nous avons 13 fédérations nationales, pardon, et nous avons 13 fédérations régionales qui coordonnent à l'échelle de leur région les CIDFF départementaux. Nos CIDFF sont des structures de professionnels qui en fait accompagnent les femmes en matière d'accès aux droits, de lutte contre les violences, d'égalité entre les hommes et les femmes. Là, c'est un gros travail de prévention. Nous accompagnons aussi les femmes dans le cadre de leur vie familiale, parentalité, pour l'emploi, la formation et la création d'activités, et en matière de santé et sexualité. Et par ailleurs, les CIDFF, dans le cadre justement de leur mission de prévention et de lutte contre les violences, ont une activité de formation et de sensibilisation auprès des acteurs publics et privés, et aussi auprès des publics scolaires, de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, sur toutes les questions de sexisme, stéréotypes de genre, égalité hommes-femmes, élargissement des choix professionnels. Donc nous intervenons avec nos professionnels, nous avons des psychologues, des juristes, des CIP, des conseillers en conjugalité. Nous intervenons sur l'ensemble du territoire normand et nous accueillons les femmes au travers de 132 permanences qui sont tenues en fait sur tout le territoire de la Normandie. Donc voilà pour vous présenter ça de façon très rapide. Mais je vous ai mis les diapos en fait à la fin de notre dispositif. Est-ce que tu veux bien partager tes diapos, s'il te plaît? Là, je te laisse Alors, la main.
J'ai Mm. la main, donc Ça je marche. vais aller partager. Alors, comment webinaire. Alors, mais du coup, il faut que je me mette en. On voit quand même, hein. Après, si tu veux te mettre en diaporama, je Oui, pense qu'on verra peut-être mieux. encore plus grand, mais Voilà. ouais, super. C'est bon, vous l'avez? Oui, oui, tout à fait. Donc, voilà, dans ce cadre-là, c'est par rapport à ces différentes activités que je viens de vous présenter assez rapidement que l'Agence de l'orientation nous a demandé d'intervenir. Et merci beaucoup de nous permettre ça. Et en introduction de mon propos, alors bon, le Cariforef a tout donné en termes de chiffres, mais voilà, j'en avais juste sorti quelques-uns. C'était de commencer en fait avec quelques chiffres. Donc sur le petit carré rose, ce sont les derniers chiffres du rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme en France. Donc je vous laisse en prendre connaissance. Et vous voyez bien que ces chiffres-là sont assez effrayants par rapport en fait à la perception des hommes des notions d'égalité entre hommes et femmes. Et à côté, je vous avais fait vraiment une extraction, de quelques chiffres, en fait, justement issus de la notice du Cariforef qui est vraiment très, très bien, sur tous les chiffres en Normandie. Tout ça, en fait, pour illustrer, enfin, pour vous illustrer l'ancrage du sexisme dans notre société et enfin, en France et son impact au travers des stéréotypes de genre sur l'orientation professionnelle, femmes-hommes et l'égalité entre eux. Donc, je passe assez vite parce que j'ai 10 minutes et en fait, j'avais prévu de vous dire plus de choses, mais c'était vraiment des chiffres qui vous montrent, et ça, c'est des chiffres du rapport 2026 avec le Haut Conseil à l'égalité qui tire vraiment la sonnette d'alarme sur un sexisme qui ne recule pas, au contraire, en fait, qui s'amplifie via une action très déterminée de mouvements masculinistes, notamment sur les réseaux sociaux et qui s'attaque, on va dire ça comme ça, en fait, aux plus jeunes. Donc, le sexisme, c'est vraiment la base, enfin, l'origine du mal, si je peux dire. Et il est vraiment important dans le cadre de vos activités d'accompagnant, de bien comprendre en fait que ce sexisme est un phénomène culturel vraiment très ancré et qu'il est responsable d'inégalités, de discrimination et de violence. D'apparence banale, ce sexisme peut sembler difficile à identifier, il s'immisce dans nos conversations, nos raisonnements, nos attitudes. Ce sont des petits signes, des comportements, des propos fondés sur des stéréotypes de genre qui, de manière presque invisible, consciemment ou non, vont contribuer à dévaloriser, inférioriser, déstabiliser et finalement exclure la personne à raison de son sexe. C'est un phénomène de société, une idéologie de domination qui, à force d'être répétée dans le quotidien, finit par sembler normale, même pour les personnes qui le subissent. Et ces idées simplifiées, déformées, rigides, sur les caractéristiques et les rôles, de ces différentes personnes sont représentés comme naturels et innés et nous classent, nous catégorisent et créent ces inégalités. Et ce sexisme ordinaire est véhiculé dans toute notre vie, dans toute notre société. Ici, je vous ai mis en illustration, des publicités. Bon, certaines sont un petit peu anciennes, mais vous le trouvez en fait dans tous les médias et tout autour de nous. Et je vous invite à regarder, il y a un petit film qui s'appelle La bande son de la vie d'une femme qui dure 1 minute et demie et qui part de la naissance de la femme jusqu'à sa mort, et qui vous montre en fait le sexisme qui est subi, mais par l'ensemble des acteurs de sa vie, que ce soit familial, professionnel, dans le domaine scolaire, etc. Là, je vous ai mis quelques pubs, je ne vais pas vous les détailler. Mais par exemple, enfin, je trouve que si vous prenez la pub Airbnb, la femme, elle loue son appart pour payer sa collection de chaussures. L'homme, il loue son appart pour financer sa start-up. Donc tout ça, en fait, illustre très bien. Je vous laisse voir, en fait, mais c'est vraiment un certain nombre de catégorisations qui sont faites et qui sont à l'origine, justement, de ces inégalités et de ces sexismes ordinaires. Sachant que ce sexisme, il est défini par le Conseil de l'Europe. C'est une manifestation de rapports de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes qui conduit à des discriminations et empêche la pleine émancipation des femmes dans la société. Ce sexisme est renforcé par des stéréotypes de genre qui touchent les femmes et les hommes, puisque les hommes aussi sont catégorisés. Il va à l'encontre de la réalisation de l'égalité.
entre les femmes et les hommes et des sociétés inclusives. Et cette dimension systémique du sexisme, pardon, en outre, il démontre qu'on peut être sexiste sans le vouloir ou même en croyant bien faire, sans pour autant considérer consciemment que les femmes sont inférieures. Chacun peut être porteur et porteuse de représentations et conditionné par des stéréotypes, souvent de manière inconsciente. Et dans le monde du travail, ce sexisme ordinaire délégitime notamment les femmes qui en sont les premières victimes, mais aussi les hommes sur un certain nombre de stéréotypes, notamment liés à la parentalité. Donc, il me paraît important, enfin, de poser ces éléments-là, puisque ce sexisme, euh, comme je vous l'ai dit, il n'est pas en recul, contrairement à ce qu'on aurait pu penser à une certaine période, alors que le sexisme n'est pas un phénomène biologique ou naturel, mais une construction propre à chaque époque et à chaque société. La différence entre les sexes, elle est liée aux organes génitaux. En revanche, la différence entre les genres, elle relève d'une construction sociale propre à chaque société et à chaque époque. Donc ces stéréotypes de genre qui vont créer de la discrimination, des préjugés, de la discrimination, sont vraiment une construction sociale. Et il faut bien comprendre ça pour pouvoir déconstruire justement cette spirale et cette construction sociale et amener les femmes, enfin les femmes surtout, à pouvoir en fait sortir de comportements genrés qui leur sont imposés par la société. Et là, je vous ai mis un petit exemple, c'est de la spirale du sexisme, qui démontre, je crois, le phénomène, pour démontrer que le genre, c'est vraiment une catégorisation sociale. Ici, je vous ai mis, cette personne a les cheveux longs, une robe, c'est une femme. Ça, c'est une catégorisation sociale qui est vraiment propre à une société, on va dire notre société occidentale aujourd'hui. Mais si en fait vous allez dans dans d'autres pays du monde aujourd'hui, des personnes avec des cheveux longs, et qui portent des robes, ce sont pas forcément des femmes. Si vous allez à l'époque de Louis XIV, des personnes avec des cheveux longs qui portent des robes, ce sont pas forcément des femmes non plus. Donc là, en fait, c'est la société qui a considéré qu'aujourd'hui une personne avec des cheveux longs, c'est une femme. Et par rapport à cette catégorisation, on va créer des stéréotypes de genre. Ben, les femmes, c'est relativement faible et physiquement et ça n'aime pas salir. Donc là, on a un stéréotype. La catégorisation va créer le stéréotype qui va amener à des préjugés. Les femmes, en fait, elles sont faibles, elles n'aiment pas salir, donc elles ne sont pas qualifiées pour aller dans la réparation automobile. Ces préjugés vont créer des discriminations sexistes, des discriminations. Moi, en fait, employeur, ben, je ne vais pas dans la réparation automobile, je vais plutôt engager des hommes parce que les femmes, eh ben, elles sont plutôt qualifiées de faibles et qui n'aiment pas salir et relativement faibles, donc je vais plutôt privilégier des femmes et des hommes, pardon. Et la spirale, en fait, pour aller jusqu'au bout, elle va créer des comportements, enfin, cette spirale arrive à des comportements genrés, c'est-à-dire que les personnes qui ont été catégorisées et stéréotypées vont, en fait, pour répondre à cette demande de la société, rester dans le stéréotype qu'on a fabriqué et donc s'interdire d'aller voir ailleurs. Donc, moi, comme femme, là, dans mon exemple, eh bien, je suis encouragée à ne pas trop développer ma force physique, à ne pas me salir, à ne pas m'intéresser à la réparation automobile. En tout cas, enfin, parce que je vais m'auto-censurer pour correspondre à ce que je pense que la société attend de moi, par rapport, en fait, à cette catégorisation et à ces stéréotypes qui ont été créés. Et donc, cette spirale s'applique aussi aux hommes qui sont enfermés dans un certain nombre de catégories. Et pour les femmes, en fait, ça s'applique à un grand nombre d'activités. Et ça enferme les différentes personnes. Cette spirale s'auto-entretient, maintient les inégalités et enferme les personnes dans ces catégorisations. Et ces stéréotypes de genre nourrissent le sexisme dont je vous ai parlé et qui, en fait, n'est absolument pas en recul. J'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment très important, notamment pour les structures qui accompagnent des jeunes, parce que les notions d'égalité entre les hommes et les femmes tendent à reculer chez les jeunes de 18-25 ans.
Donc, ce sexisme ne diminue pas. Les stéréotypes de genre sont résistants et voire sont renforcés et assumés. Donc, tout ça pour vous dire, c'est vraiment important de bien comprendre cet ancrage sociétal de notre sexisme nourri par ces stéréotypes de genre qui vraiment bloquent comment dire, la mixité et l'égalité et l'élargissement des choix professionnels. Et par ailleurs, enfin, tout cela pour arriver au constat que ce sexisme ordinaire, donc nourri par les stéréotypes, comme je vous l'ai dit, crée des biais de genre. Et là, ça nous concerne nous, enfin en tout cas les accompagnants, bon, ça concerne toute la société, mais en tout cas une vigilance que nous, on doit avoir par rapport à ça, c'est que ce sexisme ancré dans la société, nourri par les stéréotypes de genre, pardon, crée des biais de genre qui impactent inconsciemment notre perception des personnes et notre accompagnement de celles-ci. Donc là, je ne vais pas vous lire tout, mais bon, enfin, et ces biais de genre, simplement, c'est vraiment des raccourcis mentaux qui sont inconscients de notre part et qui sont nourris par ces stéréotypes et qui vont nous amener, en fait, à avoir un accompagnement biaisé, entre guillemets, par rapport à ces stéréotypes de genre qui sont ancrés et qui sont, en fait, qui nourrissent ce sexisme ordinaire et qui nous entourent au quotidien. Et donc, pour une orientation professionnelle non genrée efficiente, il faut bien comprendre cette mécanique du sexisme qui est à l'œuvre et les biais inconscients qu'elle induit chez nous pour l'accompagnement des personnes. Et là, j'en arrive à ce que font les CIDFF, on nous a demandé de venir présenter en fait comment est-ce qu'on pouvait accompagner dans ce cadre-là. Les CIDFF, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont des structures qui mettent en place des formations et des sensibilisations, interviennent auprès de publics, enfin, effectivement, professionnels, sur ces questions sous forme de formation. Alors là, je vous les ai listées de façon enfin, indicative. En gros, toutes les formations qu'on peut mettre en place, sachant que notre force, si je peux dire, c'est on peut vraiment s'adapter à la demande, aux besoins, au public et créer vraiment des formations sur mesure. Mais en tout cas, les notions que nous travaillons auprès des professionnels que nous formons, nous sommes par exemple intervenus beaucoup auprès des missions locales, notamment, enfin, ou des collaborateurs et collaboratrices des missions locales. Alors, sur tout ce qui est problématique de sexisme, stéréotypes de genre, justement pour pouvoir bien comprendre et maîtriser ces différentes notions pour ensuite mieux accompagner les personnes qu'ils suivent. Donc, nos interventions au niveau des CIDFF vont se concentrer sur la compréhension des notions de sexisme, stéréotypes de genre que je vous ai fait en 2 minutes et demie, donc clairement, c'est pas suffisant. Sur la prise de conscience de la place des stéréotypes pour conscientiser les blocages et la pression du groupe, notamment dans l'orientation des filles et des garçons. Sur aussi faire bouger les représentations sur les métiers et les modes professionnels pour ouvrir le champ des possibles et autoriser un réel choix. Et aussi sur l'interrogation sur la notion du choix dans l'orientation professionnelle en travaillant encore et toujours sur la place des stéréotypes de genre dans le développement des compétences filles-garçons. Sachant que nous intervenons effectivement auprès des professionnels et nous intervenons aussi auprès des personnes qui sont suivies par ces professionnels. Donc, il y a un outillage dans les deux... Alors, attendez, j'essaie de retrouver ma souris. Il ne veut pas continuer. Ah, voilà. Donc, sur l'ensemble de ces notions-là, nous proposons des formations pour aider les accompagnateurs, accompagnatrices à identifier et déconstruire les stéréotypes. Les objectifs opérationnels, alors je vous donne ça vraiment de façon globale, donc d'identifier ces stéréotypes dans l'emploi, de prendre conscience de ses propres représentations, et là, ça fait référence au biais dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, dans les objectifs opérationnels, c'est bien sûr de mieux accompagner en intégrant l'égalité de genre. Les modalités pédagogiques, donc bon, elles sont assez traditionnelles, je dirais, dans le cadre des actions de formation, sachant que nos CIDFF développent des outils qui peuvent être vraiment très personnalisés, très singularisés par rapport à à la demande et au public, notamment qui sont prévus dans les formations. Donc,
Voilà, très rapidement dresser ce que l'on peut faire. Donc, je vous avais mis des petits diapos sur nos CIDFF, mais bon, je les ai présentés effectivement en introduction de mon propos finalement. Vous dire que nous gérons un centre de formation certifié Calliope, donc pour les structures privées, effectivement, elles peuvent faire financer nos interventions par leur OPCO. Et nous intervenons d'ailleurs aussi beaucoup en entreprise. Donc tout à l'heure, comment dire, on a parlé des violences sexistes et sexuelles au travail. Nous formons aussi aux violences sexistes et sexuelles au travail. Nous formons des futurs travailleurs. Nous l'avons fait pour travailleuses et travailleurs pour Omondo récemment, par rapport à leurs bénéficiaires notamment, sur toutes ces notions-là, de sexisme, de stéréotypes et de violences sexistes et sexuelles au travail. Et nous formons sur l'ensemble des problématiques que je vous ai citées tout à l'heure en matière d'orientation. Je vous ai mis aussi quelques chiffres de notre réseau normand en 2025. Donc, nous avons accueilli 11 117 personnes. Nous avons accompagné, mais c'est un accompagnement dans la durée, donc ça se poursuit, 3 600 femmes victimes de violences. Nos CIDFF ont mené 728 actions collectives. Actions collectives, ce sont des formations, des sensibilisations, mais aussi des ateliers, des groupes de parole, puisque nous intervenons sous différents formats. Et ces groupes de parole sont aussi pour nos bénéficiaires que nous accompagnons. Donc, nous avons mis en place 4 200 heures d'action collective auprès de 18 000 personnes. Sur la formation proprement dit, nous avons mené 54 sessions de formation auprès d'acteurs publics et privés. Nous avons mené 451 sessions de sensibilisation, là aussi auprès d'acteurs publics et privés et de publics scolaires et universitaires, parce qu'effectivement, il est vraiment important que la boucle soit bouclée, si j'entends bien. Les accompagnants, les personnes en fait qui sont sur l'orientation professionnelle, l'accompagnement. Effectivement, il y a une nécessité d'être formé et outillé pour aller vers la mixité et l'égalité. Mais en fait, toutes ces notions-là doivent aussi être, dès le plus jeune âge, travaillées au niveau scolaire. Donc, nous intervenons aussi dans ce cadre-là et nous avons mis en place 59 groupes de parole. Et juste pour terminer, je vous avais mis une petite implantation de notre réseau. Donc, nous avons un CIDFF par département. Les petits points jaunes, je ne sais pas si vous les voyez bien, ce sont nos différentes permanences. Et là, vous avez les différentes coordonnées, mais qui pourront vous être redonnées. Donc voilà, je pense, c'est très très rapide, j'en suis désolée. C'est des notions en fait qui prennent du temps à être expliquées, mais c'était vraiment bien pour poser les problématiques, sur lesquelles il faut travailler pour que cette orientation professionnelle non genrée, cette mixité dans les métiers soit réelle et que vous puissiez être outillés. Voilà, j'espère avoir répondu à la Merci. demande. Merci beaucoup, Emmanuel. Mais comme ça, les personnes qui assistent au webinaire vous ont bien identifié. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je pense que Emmanuel sera d'accord pour y répondre au fur et à mesure de la poursuite du webinaire. Je vais repartager mon écran puisque maintenant qu'on a fait ce panorama chiffré et ce panorama générique, eh bien, on va passer à l'illustration en fait avec des filières qui sont actives dans la valorisation de la place des femmes. Et on va commencer avec la filière numérique, avec Alexandra et Gilles. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Alors, Alex, je mets mon timer, comme ça, il n'y aura pas de... Merci. Hop, et je laisse de la place à Gilles ensuite. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Alexandra Bricou. Je suis donc la déléguée régionale Numéum Normandie. Il y a fort à parier que ça ne vous parle pas du tout, Numéum. Donc, juste très brièvement sur nos 10 minutes complètes. Numéum, c'est la fédération professionnelle des entreprises du numérique. Donc, on est au service de nos membres pour promouvoir, pour représenter, pour défendre, pour parler en leur nom. Donc, ce que je vais vous raconter là et ce que Gilles va vous raconter ensuite, ça correspond à nos entreprises. On est leur syndicat patronal et puis on offre tout un panel de services à toutes ces entreprises, dont un qui est la promotion de nos métiers, puisque nos entreprises crient Fabine sur les filles dans nos métiers. Donc oui, je serais pas... Bon, moi, pour le coup, je dirais qu'on va y revenir, mais je ne serais pas si alarmiste sur le sexisme chez nous, même si, comme partout, il y a des andouilles. Mais en tous les cas, aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous expliquer que dans nos métiers, c'est plus un problème de sourcing à la base, de volume de jeunes filles qui devraient aller dans nos métiers plutôt qu'autre chose. Donc, pour en finir avec Numéum, bon, voilà, ça comprend 2500 entreprises adhérentes. Alors, Alexandra m'a dit des chiffres pour comprendre.
Alors, aujourd'hui, dans nos entreprises du numérique, posons le constat, les métiers numériques dans nos entreprises, on parle de 25%. Mais, une fois qu'on enlève, vraiment tout ce qui est lié, marketing digital, qui est pas vraiment du numérique en tant que tel, mais plutôt de la com, les métiers vraiment numériques liés au développement, à l'infrastructure, à la cyber, à la data, tout ça, eh bien, il reste plus que 18% de filles. Donc là, ça commence déjà à se corser. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, et je parle vraiment au nom des entreprises, c'est pas que les entreprises n'en veulent pas, c'est qu'on n'est pas fichu d'embarquer plus de filles vers ces filières-là. C'est de la faute de personne et de tout le monde. C'est juste que quand on connaît pas bien ces métiers-là, eh ben, on n'en parle pas bien naturellement à nos filles. Vous allez me dire, plombier, c'est facile à comprendre, esthéticienne, c'est facile à comprendre, les métiers de la com, c'est facile à comprendre, les métiers médecin, c'est facile à comprendre. Donc, parents, conseillers d'orientation et profs en parlent facilement. Chez nous, c'est pas la même parce que vous avez tous vu l'explosion des besoins de numérique, puisque je vous mets tous au défi de ne pas vous en servir ne serait-ce qu'une journée d'une des applications de votre smartphone. Eh bien, en fait, les métiers se sont démultipliés. On parle de plus de 80 métiers désormais dans notre scope. Et évidemment, il y a fort à parier que si je vous demande, identifiez-moi quelqu'un qui bosse dans le numérique, eh bien, vous allez me dire, homme, sweat à capuche, geek. Et ben voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que nos filles, moi y compris puisque j'en ai une, aient envie d'aller dans ce métier-là? Donc, en fait, on s'aperçoit, et je l'ai vu tout à l'heure, je crois que c'était le Carré Forest, l'âme Carré Forest, qui disait qu'il y a bien 50% des filles qui vont dans les bacs générales, les options maths, etc. Ça, c'est top. Mais alors, pourquoi, une fois qu'elles ont fait ça, elles vont dans le médical, elles vont dans le scientifique, mais pourquoi il n'y a personne qui les pousse dans le numérique? Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas ce que c'est ces métiers-là. Donc en fait, moi je ne parlerai pas de choses qui existent certainement, hein, on a entendu parler de sexisme, etc. Moi je parlerai uniquement de l'urgence de former les prescripteurs. Alors les prescripteurs, c'est qui, hein? C'est les profs, c'est les conseillers d'orientation, c'est les parents. C'est les conseillers qui sont en charge de l'orientation des demandeurs d'emploi, etc. Donc, il faut vraiment qu'on monte en puissance désormais, qu'on donne tous de notre temps pour vous informer sur ces métiers-là, pour que vous n'en ayez plus peur et que vous compreniez que, évidemment, c'est des métiers de filles. Quand même, sachez-le, on a 5 piliers majeurs dans notre stratégie chez Numéum en France et donc Corolais en Normandie. Il y a la cyber, il y a le numérique responsable, il y a tout ça. Et il y en a 2 quand même sur les 5 qui sont liés à la mixité, à la féminisation de nos métiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 5 axes majeurs de développement de notre syndicat, donc de nos entreprises, il y en a 2 qui portent sur les filles quand même, hein. Donc, c'est pas le but aujourd'hui de vous parler de ces métiers-là, mais on pourrait, dans un second temps, définir quels sont ces métiers pour que vous vous sentiez à l'aise pour en parler à toutes ces femmes et filles que vous conseillez. Ce qui est sûr, c'est que l'ADN de ces métiers-là, elles correspondent aux filles. C'en est fini le temps où on portait des gros écrans cathodiques. On est sur des métiers de réflexion, de stratégie, d'analyse de data, qui servent les intérêts généraux des entreprises. Donc, notre objectif, avec tout ce qu'on va mettre en place, je vous parle d'un dispositif et après, Gilles vous parle du deuxième. Notre objectif Numéum au national, c'est d'arriver à 30% de femmes en 2030 sur nos métiers, là où je vous disais de 18% tout à l'heure. Donc 2030, c'est demain. Donc on ferait quasiment doubler. Donc on a du taf et on a besoin de vous du coup parce qu'il nous faut le sourcing. Alors le premier dispositif, moi je m'adresse à toutes les femmes salariées ou demandeuses d'emploi. C'est le dispositif numérique emploi, souvent bien connu de tous les conseillers France Travail. Là on va embarquer des femmes, on va donner de l'information générale sur nos métiers à des dates précises. On en fait une par trimestre et on fait de l'infométier en large, très très large. On informe les femmes et les jeunes femmes ou plus jeunes, moins jeunes sur nos métiers. Deuxième pendant, on les reçoit en entretien avec des professionnels pour verrouiller leur projet de reconversion sur le numérique pour être assuré que ça convient. Et troisième pendant, on forme les conseillers, on les acculture au métier du numérique. Voilà, ça c'est un dispositif qu'on joue au national sur toutes les régions Numéum. Le deuxième, je laisse Gilles en parler avant de manger tout son temps. Merci Alexandra. Gilles, pression, hein. Voilà, il me reste 4 minutes 30. Je vais essayer d'être efficace. Non, parce que je garde 30 secondes pour la conclusion. Ah d'accord, bon. Alors, je n'ai pas mis mon sweat à capuche aujourd'hui, mais bon, voilà, j'en ai. Voilà. Et je vous confirme effectivement que c'est souvent l'accoutrement de mon équipe, mais pas seulement sur les hommes, hein, les femmes mettent des sweats à capuche aussi. Et je vous confirme que, voilà, moi, en tant que chef d'entreprise du numérique et comme beaucoup de mes pairs, il n'y a absolument aucun
aucun frein à l'embauche de personnel féminin. Il y a aucune discrimination, si ce n'est éventuellement positive, parce qu'effectivement, moi, le premier, quand je reçois un CV avec un prénom féminin, bah, je le regarde forcément, alors que voilà, je peux faire des bypass sur d'autres CV. Alors parfois, on est déçu parce qu'il y a des prénoms mixtes et on se dit, ah mince, je me suis trompé. Mais je vous confirme qu'il y a absolument aucune discrimination à l'embauche et qu'au contraire, on cherche à féminiser nos équipes. Et nous, au sein de l'OCLA, on s'est doté dans le cadre de notre politique RSE d'un certain nombre d'objectifs et d'indicateurs pour mesurer l'atteinte de ces objectifs. Je vais vous en citer 3. On surveille tous les trimestres le nombre de recrutements de femmes par rapport au nombre d'hommes, et on s'est donné comme objectif d'avoir au moins 30% d'embauche de femmes sur un cycle de plusieurs années. Mais c'est pas le tout de les embaucher. Après, il faut faire en sorte de leur assurer un traitement équitable. Et donc, dans la suite de leur carrière ou dans leur carrière chez l'UCLA, on s'est doté aussi de 2 indicateurs pour surveiller le taux d'accès à la formation des hommes et des femmes, et donc vérifier qu'on forme correctement nos collaborateurs et collaboratrices. Et puis, on surveille également la proportion d'augmentation des différentes populations et des différents métiers au sein de l'entreprise répartis par sexe. Donc tout ça nous permet de vérifier tous les trimestres qu'on est vertueux et qu'on fait ce qu'il faut pour tenir les objectifs, pour faire en sorte d'avoir un comportement vertueux. En termes de dispositifs qui existent et qui ont été tout récemment mis en place, poussés par Numéum avec l'appui du gouvernement français. On sait que pour intégrer les femmes et pour les intéresser au métier, il faut le faire tôt dans les études, comme expliquait Alexandra. Et donc, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Tech pour toutes, qui est disponible depuis quelques semaines, qui permet aux entreprises de faire part aux lycéennes de toutes les propositions de stages de seconde, pour faire en sorte justement de les intéresser à nos métiers le plus rapidement possible. Donc je pense qu'Alexandra a prévu de vous diffuser l'URL de cette plateforme. N'hésitez pas à transmettre cette information, etc., pour faire en sorte que les jeunes filles, les jeunes femmes trouvent des stages de seconde plus facilement, et notamment chez les acteurs du numérique. À toi, Alexandra, pour la conclusion. Incroyable. Gilles, franchement. Donc, on vous parlait de 2 dispositifs, le côté femmes salariées ou demandeuses d'emploi que l'on vient reconvertir sur les métiers du numérique. Gilles vient d'illustrer l'entreprise et le fait que oui, on en veut et on met même des indicateurs en place pour en avoir plus. Il vous a aussi parlé du dispositif qu'on met en place pour les jeunes avant qu'elles s'orientent. Donc, vous voyez, c'est la preuve par l'exemple qu'on met en place des choses parce qu'on a envie d'en avoir plus. Maintenant, on ne va pas se mentir, si vous vous embarquez pas avec nous, on ne va pas y arriver. Ce n'est pas avec nos 10 doigts chacun qu'on va réussir à embarquer tout ce petit monde. Et puis, c'est vous qui leur parlez. Donc, on a vraiment besoin de vous pour leur dire, mais oui, tu es bonne en maths, en SVT, en physique ou pas d'ailleurs, mais il y a le numérique et j'ai oublié de t'en parler jusqu'alors. Donc ça, il faut vraiment le faire parce que s'il faut retenir une chose, c'est que les entreprises à CV équivalent vont prendre la fille. On a le droit de le dire dans ce sens-là. Et il faut retenir une chose aussi, que le numérique, c'est quoi? C'est développer tous les outils que vous utilisez au boulot, perso, etc. La France, elle est composée de la moitié de femmes, la moitié d'hommes. On peut définitivement pas, puisque les études le prouvent, on n'a pas le même cerveau, homme ou femme, on ne réagit pas pareil. On ne peut décemment pas laisser, aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure 18, soit 82% de ceux qui développent vos outils, qui sont des outils pour 100% des gens. Donc, il est juste hyper important pour que les outils soient faits comme hommes et femmes les veulent, qu'il y ait toutes ces femmes qui les aident à les créer, à les développer. Voilà, c'est notre conclusion. Merci beaucoup. À nouveau, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à lever la main. On aurait peut-être le temps pour une petite question à l'oral, mais sinon, je vous invite à privilégier le chat pour poser toutes vos questions à Alexandra et à Gilles. Un grand merci pour cette illustration des actions de la filière numérique pour valoriser la place des femmes. Une autre filière qui est très active dans le domaine, c'est la filière nucléaire. Et nous avons avec nous 2 personnes qui vont nous en parler, qui vont nous parler notamment du réseau Nucléel. Est-ce que vous êtes avec nous, Marion et Stéphanie?
Moi, je suis là. Stéphanie, est-ce que tu es là? Je suis là, moi également. Je ne te vois pas. Vous ne voyez pas? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, On te super. voit, ça y est. Allez, c'est bon, c'est l'essentiel. Ah bah, bonjour à toutes et à tous. Et je pense qu'en fait, Numéum a fait super bien le pitch en amont. On a les mêmes enjeux dans notre filière. On est à peu près à 25% de femmes. Besoin de recruter. Mais avant tout, on va peut-être se présenter. Je rentrais déjà dans le vif du sujet. Allez, je te laisse Stéphanie commencer. Donc pour le coup, moi je m'appelle Stéphanie Herrans, je suis donc salariée du groupe EDF depuis une belle période déjà. Et j'ai rejoint en fait la filière nucléaire il y a pas très longtemps, finalement il y a 2 ans et demi, et j'ai pris un poste en responsabilité de la qualification des fournisseurs pour le programme EPR2. Voilà, donc la qualif en fait ça veut dire évaluer les entreprises, les entreprises qui vont finalement contribuer à la construction des nouvelles centrales EPR2. Je te passe la main, Marion. Marion Leroy. Moi, je suis rentrée plutôt côté RH, côté Capgemini, il y a quelques années maintenant. Et j'ai évolué sur plein de fonctions différentes, dont celui où je suis actuellement en charge des partenariats autour de la diversité dans le nucléaire, entre autres. Hop. Super, merci. Donc, comme dans le numérique, la filière nucléaire recrute plein pot et la région Normandie, c'est quand même la région où on a les plus beaux projets ou parmi les plus beaux projets, peut-être d'Europe d'ailleurs. On a 2 gros bassins qui recrutent énormément. On a Cherbourg-La Hague, où vont être construits les futures installations de retraitement du combustible nucléaire. Donc, avec un immense chantier qui prévoit, je crois, 6000 recrutements dans les prochaines années. Et en même temps, on a les nouvelles centrales qui sont en cours au début de leur construction à Penly et pour lequel, au pic du chantier, on prévoit 10 000 recrutements. Donc ça, c'est les 2 gros chantiers qui vont un petit peu bouger tous les besoins en recrutement. Mais malgré tout, il y a plein de centrales qui sont déjà en exploitation en Normandie. Il y a plein de projets qui gravitent autour de ça. Et donc, entre les programmes de création d'infrastructures pour le combustible nucléaire, les grands chantiers ou juste le programme d'extension de la durée de vie du parc en exploitation, il y a beaucoup, beaucoup de recrutement en Normandie. Donc, dans ce contexte et dans le contexte où on trouve qu'on n'a pas assez de collègues féminines chez nous, on a lancé quelque chose l'année dernière et on est là pour vous faire un petit peu le témoignage, notre retour d'expérience pour vous donner envie de nous rejoindre à la prochaine édition qu'on aura en Normandie quand on la planifiera. Mais surtout, si vous souhaitez vous aussi porter les voix d'une autre filière et organiser ce type d'événement, celui-là, ça fonctionne très bien et on avait envie de vous partager un petit peu la recette pour que vous puissiez vous l'approprier et voir si vous souhaitez le dupliquer dans d'autres secteurs. Allez, Stéphanie, je te laisse la main. Donc pour le coup, tout a démarré en fait avec une rencontre entre femmes. Et c'est important aussi de le signaler parce qu'en fait, on s'est croisés, 2 Toulousaines, toutes les 2 un peu agitées du bocal et très engagées sur les métiers du nucléaire, un peu dans nos particularités. Et puis en partant d'un constat, c'est qu'effectivement, on est des femmes, on travaille dans des régions qui sont des fois un petit peu éloignées aussi des pôles d'activité comme est le vôtre, en fait, puisque votre bassin est très dynamique. Mais il n'en reste pas moins que, en fait, depuis Toulouse ou depuis Paris ou depuis Lyon, en fait, on est très actives et on est nombreuses en fait à travailler pour ces énormes projets dont vient de parler Marion. Et donc, on s'est saisi cette opportunité, au travers d'une rencontre, Capgemini, EDF, 2 femmes, pour monter un événement d'attractivité, pour justement donner l'envie, témoigner amener des expériences concrètes de parcours, de mettre en visibilité ces parcours pour donner l'envie à des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des femmes en reconversion, de rejoindre cette filière qui, comme l'a dit Marion, encore une fois, va être porteuse de beaucoup de création d'emplois dans les 10 années à venir en particulier. Donc finalement, on est parti un petit peu d'une feuille blanche, avec un peu de conviction, un peu de muscle aussi,
Et puis, on a monté un petit collectif. Donc, on n'est pas très nombreuses, mais finalement, on est 3. Marion, Séverine et moi-même. Et donc, à 3, on a finalement construit un événement d'attractivité, mais j'ai envie de vous dire très exactement comme on avait envie de le faire, en fait. De façon très simple, mais de façon très pragmatique. Et on nous a donné l'autorisation, on nous a permis, enfin, on nous a donné l'autorisation, nous nous sommes permis, je le redirai plutôt en ces termes, on s'est permis en fait de sortir un peu de nos lignes et de monter un événement d'attractivité. Donc la formule magique, la recette, c'était déjà de faire un événement où on ne voulait pas faire du one-shot. On s'est dit, parce qu'on était consciente que ça nous donnait un peu de travail, voilà, prendre du temps pour monter ces événements, ça demande un petit peu d'effort dans les agendas, un peu de temps. Donc on s'est dit, on va le faire, on va en faire un, mais on avait cette logique, cette intention de pouvoir le démultiplier par ailleurs, un peu sur le territoire national, en fonction des besoins de recrutement des groupes EDF et Capgemini sur le territoire national. Donc c'est ce qu'on a fait, on l'a imaginé comme ça. Et ensuite, on est parti avec l'idée qu'on était une petite équipe, et on est très attaché à l'idée qu'on est une petite équipe opérationnelle. Donc, comme je dis, on est 3 et on a 2 parrains. On a un parrain et une marraine qui sont tout à fait exceptionnels, qui nous font confiance, qui nous soutiennent, qui sont des leaders dans nos organisations respectives et qui nous ont finalement fait totale confiance pour monter ces événements de recrutement. Donc, une équipe de choc avec beaucoup d'énergie. On embarque des acteurs de la filière et des partenaires locaux. Donc ça, c'est hyper important. Ça, c'est un petit peu notre ex au bout du deuxième événement qu'on a réalisé. Là, on est en train de préparer avec Marion et Séverine les 3 prochains événements. Donc, autant vous dire qu'on enchaîne et on commence un petit peu à se démultiplier. Donc, une équipe de choc, des partenariats avec des partenaires de notre filière industrielle de la filière nucléaire. On embarque des partenaires locaux. C'est hyper important pour nous, pour vous, d'amener ces témoignages et d'amener cet ancrage territorial pour que les messages passent et de façon efficace. La vidéo des parrains et des marraines qui permet de planter un petit peu les ambitions un peu stratégiques de notre filière. À chaque fois, on va dans des endroits qui sont un peu fantastiques et qui permettent surtout de sortir un peu du cadre, de sortir du quotidien, de sortir des étudiantes ou des professionnels des environnements dans lesquels elles sont habituées à travailler. Et ça, on est attaché aussi à sortir, y aller dans des endroits qui sont un peu sympathiques. On fait intervenir à chaque fois 1 ou 2 femmes leaders du secteur nucléaire. On est attaché effectivement à l'idée que pour témoigner, c'est bien d'avoir effectivement des témoignages de gens qui sont inspirants. En tout cas, ça nous paraît très important pour nous 3. Donc, on imagine que pour les autres, c'est important d'avoir un petit peu en visibilité des leaders femmes qui sont inspirantes. Et ensuite, on anime une table ronde avec des femmes de terrain. Voilà, des vraies femmes du quotidien, des vraies femmes, des vraies Françaises, des femmes issues de la diversité, des femmes issues de la mixité, mais des femmes qui font tourner la boutique, qui font tourner nos boutiques. Et ça, c'est un exercice qui est très plaisant parce que la vérité, c'est qu'on va les chercher. Elles n'ont pas forcément l'habitude de se mettre en visibilité, de s'exposer, de remplir des amphis, de s'adresser à des auditoires nombreux. Donc, on les encourage, on les accompagne aussi dans ces prises de parole. Tout à l'heure, on a dit, c'est pas évident pour les femmes de prendre la parole. Ben, nous, on fait ça. Voilà. Nous, on prend la parole et on entraîne les femmes à prendre la parole. Et enfin, on termine par un cocktail networking qui permet de faire du réseautage, de répondre aux questions de ces personnes qui sont venues à notre rencontre. Et puis, on l'a organisé en plusieurs ateliers, enfin plusieurs zones en fait dans l'endroit où on prend les lieux. Formation, orientation et carrière, ce qui permet de répondre à des questions de recrutement, qui permet d'avoir des échanges vraiment avec les femmes aussi qui sont déjà en activité. Et finalement, on s'est rendu compte avec Marion et Séverine, après notre premier événement à Marseille, que ça avait vachement bien marché. On nous a soutenus dans notre démarche, on nous a dit qu'il faut continuer les filles, donc on a dit on continue. Donc on est allé l'année dernière au WNE, pour nous mettre un peu plus en visibilité. Et on a enclenché, pour le coup, notre tournée 2026. Donc, en début d'année, nous sommes venus à Rouen. On l'a dit, votre région est extrêmement dynamique. On a des forts besoins de recrutement. Et donc, Rouen. Et là, on est en train de se préparer pour Marseille, Paris et Lyon. Je te repasse la main de conclusion. Oui, Charlie. alors
Ce qui compte pour nous, c'est d'avoir plein de partenaires. Et parmi les partenaires, donc il y a les partenaires emploi-formation. On a eu la région Normandie qui nous a soutenus, on a France Travail, on a l'Université des métiers du nucléaire, qui est la marque attractivité de notre filière. On a aussi des associations comme Elle Bouge, Women in Nucléaire, qui sont très investies aussi. Et ce qui était important pour nous, c'était de mettre un panorama d'entreprises qui recrutent, de façon à faciliter le dialogue. Et un événement un peu recrutement avec autour d'un cocktail, c'est quand même très sympa et ça permet de baisser les barrières. Une autre des contraintes qu'on a, c'est que même si on est dans deux énormes entreprises, on n'a pas d'énorme budget et on l'a fait un petit peu comme si on faisait une soirée entre nous. Alors, on fait appel à un traiteur, mais c'est le seul poste de nos dépenses, vu que chaque partenaire contribue en mettant des lieux à disposition, en participant pour la communication. Donc, ça reste un événement petit budget et facile, clé en main à mettre en place. Donc, s'il y en a qui sont inspirés. Donc, dernière étape à Rouen, et puis on continue à Marseille, Paris, Lyon, et puis on verra où est-ce qu'on revient en Normandie. Il y a plein de sujets. Ah, chrono, 10 minutes, timing parfait. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience de la filière nucléaire. Effectivement, d'autres filières pourraient tout à fait s'en inspirer pour valoriser la place des femmes dans leur métier. Merci beaucoup. À nouveau, s'il y a des Merci. questions, n'hésitez pas dans le chat. Je vois qu'il y a une question en suspens quand même sur les études à faire ou les spécialités à choisir pour aller vers le numérique. Gilles, Alexandra, si jamais vous pouvez répondre à cette question dans le chat, ce serait génial. Et on va passer maintenant à la dernière filière qui va illustrer cette matinée et cette question de la mixité dans les filières. Alors, on a fait un gros paquet, j'avoue, filière nature et vivant. Bon, voilà, on a réuni l'agriculture et puis la filière bois et on va donner la parole tout de suite à Sabrina Aurin, qui est chef d'exploitation agricole. Et oui, dans l'agriculture, on l'a vu en plus, c'est là que la part de femmes entrepreneurs, en tout cas chef d'entreprise, est la plus grande. Et donc, la filière fait des choses, effectivement, pour valoriser la place des femmes. Sabrina, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, si vous êtes avec nous, n'oubliez pas de mettre votre micro parce que je pense que les micros sont coupés de base pour les participants. J'ai vu Sabrina avec nous tout à l'heure. Alors, peut-être qu'il y a un problème de Elle s'est son. déconnectée et reconnectée, Ah, donc peut-être d'accord, qu'elle ça a dû marche. Il y a avoir peut-être une un problème de difficulté. son. Ouais. Ouais. Eh ben, on va passer à Ansara Moalik si ça vous va sur la filière bois et puis on repassera tout à l'heure à Sabrina dès qu'elle aura résolu son souci de son. Ansara, est-ce que c'est possible pour vous tout de suite? Ah, bah là, on n'a pas de chance. Si, Si, super. Bonjour. j'ai du mal avec. Voilà, c'est tout Ah, bon. ça Je marche. suis là, j'ai toujours pas de caméra, mais C'est pas grave. j'ai tout suivi depuis le début. Et hop, alors, est-ce que le côté Est-ce que je vous donne diapo. la main ou est-ce que je garde la main? C'est comme vous voulez. Bah écoutez, j'ai l'impression d'être dans un jeu télé. Je vais prendre la main. D'accord, Euh, ça marche. je vais prendre la main. Il faut juste que. Voilà. Je vais partager l'écran. Le temps que tout ça se mette en place. Euh, Ah non, moi je m'attendais à parler dans quelques minutes, pas tout de suite. Ah bah oui, je Je suis suis désolée prise au là. dépourvu. Non, non, il n'y a pas de souci. Hop. Et je vais le C'est mettre parfait. aussi en grand. Normalement, on est bon. Et est-ce que ça bouge de votre côté quand je Tout bouge? à fait. Alors, bonjour à tous. Comme je le disais tout à l'heure, moi je suis là pour la filière forêt-bois. Je vais passer en introduction, puisque vous avez entendu tout ce qui se disait sur le numérique, le nucléaire, etc. C'est la même chose pour nous. Donc en fait, moi, ma grande interrogation en ce moment, c'est mais où vont les filles en orientation? Parce que franchement, on est tous et toutes confrontés au même problème. Donc nous, on est un secteur qui est assez important, même si on est toujours discret et un petit peu caché. On a à peu près 20 000 emplois dans la filière en Normandie, ce qui est à peu près l'équivalent de la filière automobile. Donc, sauf que nous, on n'a pas des grandes usines comme Stellantis et autres qui prennent beaucoup de place. Donc on ne nous voit pas et on ne pense pas forcément beaucoup à nous. Nous sommes
historiquement une filière qui est très masculine, sans grande surprise. C'est historique, hein. Moi, j'ai une casquette d'historienne, donc je peux vous dire que j'ai été regardée, et c'est, on va le dire, de toute éternité. Hem Et donc on est à peu près à, moins de 20 de femmes, dans la filière, et c'est la même chose globalement au niveau national. Donc il y a pas de spécificité normande. Et j'avais ici mis, les chiffres pour montrer qu'en 2002, on était à 84 d'hommes dans la filière. Donc on peut dire que l'évolution, elle est, extrêmement faible. Heu, Notre filière est un peu particulière puisque, quand on dit filière forêt-bois, on est une filière très large qui part de la forêt et qui arrive jusqu'à la construction en passant par les différentes étapes de transformation et d'usage du bois. Donc ici, nous avons des éléments sur cette répartition par secteur qui montrent des différences, dans la mixité, suivant ces filières, avec les 2 extrémités, en fait, de la filière qui sont encore moins féminisées que les autres. C'est là où, en fait, il y a des chantiers, que ce soit des chantiers, sylvicoles en forêt ou des chantiers de construction, et donc dans ces 2 cas, on a moins de 10 de filles et de femmes dans ces secteurs-là. Comme vous le voyez, c'est à peu près, égal, sinon on est aux alentours d'un quart de femmes, dans la filière, et j'ajouterai à ça, ce qui n'apparaît pas ici, mais c'est que très souvent, la répartition des fonctions dans les entreprises va aussi être différente. C'est sans doute ça qui explique qu'en construction et en forêt, on est les chiffres montrent moins de femmes, mais en fait, je pense que dans tous les autres secteurs, sur les volets opérationnels, on a peu de femmes également, et que les femmes vont être concentrées dans les services supports, puisque là, on va avoir des unités de production qui vont souvent être un petit peu plus importantes. Je pense notamment, aux scieries, ou à la fabrication des meubles. L'industrie papier-carton, j'en parle moins, je vais pas en parler parce que, elle est un petit peu en dehors de la filière, et elle est extrêmement industrielle. J'avais fait une enquête, il y a quelques années, donc ça commence à dater un peu, mais malheureusement, je pense que les chiffres n'ont pas particulièrement changé. On le voit, et c'est pareil dans toutes les filières en fait, même en dehors de la forêt, dès qu'on monte dans, les diplômes, dans les qualifications, il y a plus de femmes et de filles. Sans surprise, au vu des chiffres qui vous ont été présentés dans les interventions précédentes, on va avoir des filles qui vont arriver dans les filières nature, là où on a fait de la SVT pour arriver, et comme elles sont plus diplômées, bah, elles arrivent assez naturellement dans les BTS, liés à la sylviculture, d'un côté, et puis, de l'autre, on a quand même quelques filles, qui arrivent soit sur les diplômes d'ingénieurs, soit sur le côté construction bois, mais plutôt là aussi à un niveau BTS. Et par contre, la forêt, la scierie, la charpente, alors ça, il y a vraiment pas beaucoup de filles, sachant qu'en général, on est plutôt là sur des formations type, bac pro ou CAP. Hem, Moi, je suis arrivée il y a quelques années dans la filière, je suis arrivée il y a 5 ans, et c'était le moment post-Covid où on avait un déficit de recrutement qui était vraiment important face à une demande de produits bois qui, elle, flambait, et donc tout ça évidemment lié à la pénurie, durant la période Covid. Et donc, moi qui étais déjà intéressée par ces questions de féminisation et de mixité, ça semblait être le bon moment pour proposer de travailler sur cette question de la mixité, puisque comme vous l'avez vu, les chiffres, étaient parlaient d'eux-mêmes, et que, comme tout le monde, l'idée qu'il y avait un vivier de femmes et de jeunes filles, qui pouvaient potentiellement être intéressées par nos métiers était assez évident. Heu et donc c'est là-dessus qu'on s'est concentré pour, déjà avoir un financement pour faire cette étude, d'où, les petits logos que vous voyez ici, donc on est parti avec des consultants pour faire un diagnostic, terrain,
et la création de 2 outils sur lesquels je vais revenir. Et ensuite, continuer ce qu'on fait aujourd'hui, à la fois à promouvoir ces outils auprès des entreprises et des filières, forêt-bois des autres régions et aussi, poursuivre le travail avec les établissements de formation. Mon discours favori, par rapport aux entreprises, donc moi, comme sans doute beaucoup d'autres, filières, assez techniques, je pense qu'ils ne le prendraient pas mal, mais j'ai pas beaucoup, de membres qui sont des fervents féministes et qui veulent développer la mixité par, déontologie, même si j'ai des gens qui sont intéressés par la démarche. Donc l'idée, c'était plutôt de leur proposer une démarche avec un angle d'attaque qui était plutôt l'intérêt que eux pouvaient avoir pour leur entreprise et pour une forme de retour sur investissement. Donc évidemment, cette idée d'agir sur la féminisation de la filière forêt-bois, c'est une opportunité pour les femmes, mais j'essaye d'axer un peu la communication sur le gain en productivité, sur les gains en santé, sécurité au travail, et sur le vivier de recrutement élargi. Et en fait, dès qu'on creuse un petit peu, on voit qu'il y a beaucoup d'autres arguments qui sont très intéressants et qui touchent par exemple aussi à la fidélisation des gens et donc à une ressource humaine, dont on fait, attention à laquelle on fait attention et qui va donc rester dans l'entreprise et là aussi on a des gains en compétitivité qui sont assez importants. Et puis, un autre point important, c'est que quand on regarde les aménagements qu'on peut faire en pensant à un public féminin, parce que voilà, on les pense comme, une autre intervenante le disait tout à l'heure, on pense que les femmes, elles sont toujours un petit peu faibles et il faut leur donner un petit coup de main, donc on va mécaniser et en fait, bah, banco, puisque ça aide aussi les salariés hommes et que comme ça on préserve aussi la santé des salariés masculins. Parce que en fait, on le découvre, mais eux non plus, ils aiment pas se casser le dos et être, hors de service à 60 ans, donc tout ça, en fait, c'est au bénéfice de tout le monde. Je vais passer rapidement là-dessus. Donc on a fait des enquêtes de terrain dans des entreprises de différentes tailles et de différents secteurs pour aboutir à 2 outils qui leur sont directement, attribués destinés et l'idée, c'est de ne pas les culpabiliser, de ne pas les montrer du doigt, les stigmatiser, mais plutôt de les aider à s'approprier ces sujets-là avec un angle d'attaque qui pour eux était comment est-ce que, avant de communiquer auprès du monde entier pour dire que la filière forêt-bois c'est génial et qu'il faut plein de femmes, comment on fait le ménage chez soi avant pour faire en sorte que on essaye d'avoir le meilleur accueil possible. Et quand je dis meilleur accueil, c'est pas leur dire bonjour avec le sourire le matin et une petite fleur le jour de la fête des mères ou du 8 mars. C'est faire en sorte que ce soit un espace d'égalité, de sécurité et évidemment aussi de déploiement de sa carrière. Donc évidemment, l'idée, c'est déjà de suivre la loi et de voir si on est raccord avec les textes de loi et puis voir éventuellement comment on peut aller plus loin en se créant, pourquoi pas, un plan comme on le fait avec la RSE aujourd'hui, avec quelques actions simples, faciles d'accès et pas chères. Donc on a d'abord fait un autodiagnostic avec, là je vous montrais une des pages de cet autodiagnostic, qui se fait assez facilement hein, sur la forme forme de QCM. Et au bout du compte, on compte ses points et on va savoir comment est-ce qu'on se positionne et savoir si on accueille déjà bien les femmes ou s'il y a beaucoup de choses à revoir. Et évidemment, ça, on l'a adossé sur un guide qu'on a fait en forme de fiche avec des grandes thématiques que vous retrouvez ici pour encourager la mixité. Donc, comment on se constitue par rapport au recrutement, aux droits des salariés, à la vie au travail, à la lutte contre les VSS et à l'index égalité professionnelle et éventuellement comment est-ce qu'on peut trouver des financements pour être accompagné. Et voilà, donc ça, on a des fiches à chaque fois qui s'appuient aussi sur un benchmark, un parangonnage, pour penser de ce qui se passe dans d'autres filières et qui peuvent être donc reproduites dans la filière forêt-bois. On a pensé toute une campagne de communication avec d'abord des temps de sensibilisation auprès de nos entreprises.
On n'a toujours pas fini, mais moi je suis toujours heureuse de voir que ça revient dans différentes réunions avec quelques entreprises qui manifestement sont contents de ce qu'on a pu réaliser et donc le remettent en avant. Et ils font pas ça, je crois, que pour me faire plaisir. Donc on a là tout un plan de diffusion. On a commencé à en parler dans d'autres régions parce que les autres régions sont aussi très friandes de cette démarche et de ces outils. On en parle doucement auprès du grand public et on a un travail en cours avec les centres de formation. On a fait toute une étude qu'on va bientôt présenter, qui date déjà de l'année dernière, qui montre la problématique aussi dans les centres de formation avec juste un des points intéressants qui est que il existe beaucoup de démarches pour favoriser la mixité, mais en général, ça s'arrête au service administratif, ça n'arrive pas aux profs, et donc ça n'arrive pas aux étudiants et aux élèves. Et l'autre point saillant de cette enquête, c'est aussi de montrer que malgré voilà, ce qui a été montré tout à l'heure dans les enquêtes, on a quand même des jeunes qui sentent, des jeunes hommes, qui sont plus sensibles à ces sujets-là et qui, je pense, font plus attention et qui sont choqués en fait par les réflexions de certains maîtres de stage qui sont un peu légers par rapport à ces questions de mixité. Donc, on aborde toutes ces questions-là et pour finir, juste vous montrer qu'on essaye de mettre ça aussi dans l'espace public lorsqu'on fait des salons de l'orientation. On a des t-shirts qui essaient d'être un peu décalés, on a un grand kakémono spécifique sur la mixité et donc on va poursuivre ces actions-là main dans la main avec les centres de formation en Normandie et en espérant recruter davantage de filles dans les années à venir. Voilà, merci beaucoup et je coupe mon partage. Mais merci beaucoup pour ces illustrations, effectivement, d'actions très concrètes et d'outils qui peuvent être tout à fait déployés ailleurs et servir de modèle dans d'autres filières. Alors, je crois que Sabrina Aurin est effectivement avec nous. Il y avait peut-être juste un petit souci de micro. Sabrina, est-ce que vous êtes là? Bonjour, excusez-moi, Bonjour. parce que C'est le téléphone au lieu de Oh bah l'ordinateur. oui, c'est pas grave du tout. Est-ce que vous voulez bien vous présenter et nous dire ce que fait la filière agriculture pour qu'il y ait autant de femmes? Parce que finalement, il y en a quand même pas mal, et notamment des chefs d'entreprise, comme vous. Oui, exactement. Donc, d'abord, je souhaitais faire mon témoignage, femme et exploitante agricultrice. Je suis Sabrina Aurin, j'ai 43 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je suis associée avec mon mari en polyculture élevage, en lait, en céréales, en volaille et en viande bovine. Depuis 2015, donc ça fait déjà 11 ans, nous avons aujourd'hui 2 salariés à temps plein. Je suis diplômée d'un bac+3 en gestion, donc j'ai commencé ma carrière en tant que comptable pendant 10 ans et je me suis installée en 2015. Mon mari m'a laissé prendre les parts de la société que ma belle-mère m'a laissée. Et du coup, aujourd'hui, on est à 50%, j'ai 50% de parts sociales et mon mari a 50% des parts sociales. Donc, je suis bien investie dans mon travail. Aujourd'hui, comment dire, je suis quelqu'un qui aime entreprendre. D'ailleurs, je me suis installée en pleine crise agricole en lait. J'ai également diversifié l'exploitation, puisqu'à ce jour, nous avons installé un bâtiment de volaille de chair où j'en suis, on va dire que c'est plutôt mon atelier à moi, sachant qu'on est dans la même structure. Donc, ça a permis aussi de trouver ma place en tant que femme et aussi d'embaucher un salarié à temps plein. Donc, j'aime l'engagement, car depuis 6 ans, je suis présidente cantonale de l'Union syndicale, donc de la FDSEA de la Manche, mais de mon canton, entourée de beaucoup d'hommes, voire que d'hommes. Je viens d'être élue aussi maire déléguée de ma commune. Donc, il y a une place aujourd'hui dans ces instances en tant que femme, grâce à la parité et au changement des générations. Du coup, je voulais vous parler plus de la place des femmes dans l'agriculture. La femme représente 28% des actifs agricoles en 2023, dont 52%
sont des chefs d'exploitation ou co-exploitantes, 29% sont des salariés et 19% sont conjointes, soit parentales ou parentales du chef d'exploitation, je veux dire. 25% représentent bien, sont 25% de chefs d'exploitation. Voilà. Aujourd'hui, la région Normandie aide à l'installation des femmes, voire des hommes, car ils ont créé le dispositif Normandie Démarrage Installation, qui remplace la DJA, qui était acteur pour les jeunes agriculteurs. Il permet de favoriser le public femme, car les femmes s'installent plus tard en âge, souvent en deuxième carrière, et les aides s'arrêtent à partir de 41 ans. La définition des JA, donc c'est moins 41 ans, et ce dispositif permet aux nouveaux agriculteurs entre 41 et 53 ans, sans obligation de formation agricole, de bénéficier d'aides qui représentent 15 000 € d'aide garantie de prêts aidés et de prêts de trésorerie. Moins élevé que les JA, mais présent quand même. Donc, ce n'est pas le cas de beaucoup de régions qui ont gardé que le JA. Là, il y a le JA plus cette installation aidée. La région Normandie propose aussi le contrat de parrainage. Donc, en fait, ça aide au projet d'installation avec un tiers. Ça permet de savoir si ça nous plaît avant même de s'installer, d'acheter des parts sociales. Donc, c'est un bel outil aujourd'hui. Le France Travail aide à la création d'entreprises, des stages, créateurs d'entreprises avec l'allocation ARE. Tous les métiers de l'agriculture, France Travail organise des semaines de l'agriculture avec focus sur l'agriculture et les stages de découverte. Certaines banques proposent des accompagnements spécifiques selon les projets et les profits, en plus des prêts conventionnés. À noter que la banque est quelquefois le premier frein à l'installation pour les femmes. C'est une étude ministérielle agricole qui le dit. Un EFA, donc c'est une agence de promotion des métiers de l'emploi en agriculture. Elle est présente aussi dans des forums, dans des salons de métiers et d'orientation. Elle collabore avec France Travail. Et donc, elle met en relation les demandeurs d'emploi et les entreprises, et elle propose des partenariats. Donc, elle est vraiment spécialisée en métier de l'agriculture, autre que France Travail. On s'en sert beaucoup pour chercher du personnel ou même des stages, ou même vice-versa. Le service de remplacement, donc ça, c'est une association qui permet de se faire remplacer, puisque notre métier, voilà, c'est 7 jours sur 7, hein. Donc, il propose des emplois, des missions pour des exploitations agricoles. Il permet aux agricultrices d'être remplacées pendant des congés maternité, pendant des vacances, du temps libre, et pour ou même pour les engagements. La MSA encadre aussi les statuts de conjoints collaborateurs, donc qui a permis à beaucoup d'agricultrices d'acquérir un statut. Donc ça, c'est récent à sa création. Elle devient limitée à 5 ans. Donc, au-delà de 5 ans, il faut on ne peut plus être conjointe collaboratrice. Il faut trouver un statut, voire s'installer, chose qui n'existait pas avant. Donc là, c'est vraiment très bien pour les femmes. À noter que 90% des conjointes collaboratrices sont des femmes, avec le conjoint homme chef d'exploitation. Donc, elles devront pour la plupart trouver un autre statut, donc plus protecteur, surtout pour leur retraite ou même en cas de divorce. Parce que souvent, les femmes qui s'installent dans les fermes, comme moi par exemple, je suis sur une installation familiale du côté de mon mari. Donc, il est terre, tout ça, même si j'ai des parts sociales, et ce qui m'aide quand même aujourd'hui en cas de divorce. Bon, je ne souhaite pas ça, bien sûr. Mais donc, le ministère de l'Agriculture aussi, avec la ministre Annie Genevard et Aurore Berger, la ministre de l'Égalité Hommes-Femmes, vient de lancer un plan d'action
pour favoriser la place des femmes en agriculture, 41 actions réparties en 6 axes. Nous aussi, en tant qu'agricultrices au sein de la FDSEA de la Manche, nous avons une section qui s'appelle section agricultrice et nous avons monté Bien dans ses bottes. C'est une initiative du groupe d'agricultrices, du coup, où on a fait des vidéos, on a fait des expos photos et on parle de notre métier pour casser aussi les idées reçues, les clichés, avec des agricultrices qui ont une vie sociale, une vie professionnelle, qui sont actrices et activement épanouies, d'où bien dans ses bottes. L'amélioration du métier, donc on peut dire qu'aujourd'hui le métier s'est amélioré grâce à des outils, grâce à la robotique. Elle facilite les conditions de travail. Aujourd'hui, moi-même, nous avons 2 robots de traite. On a un DAL, c'est un distributeur automatique de lait pour que les petits veaux viennent boire facilement. Il y a des robots de distribution de fourrage. Bon, je dis pas que ça fait tout, mais au moins physiquement, c'est moins dur, même pour les hommes d'ailleurs. Il y a des machines à faire les logettes. Voilà, bon, c'est très spécifique, hein, mais on a besoin de moins de force physique. Mais aujourd'hui, par contre, le mental est hyper important. Il y a quand même quelques freins, on peut dire. Donc, en fait, le travail, au niveau on peut dire que les constructeurs de matériel agricole, il va falloir qu'ils utilisent, enfin, qu'ils améliorent aussi nos conditions. Par exemple, des prises de tracteurs qui sont difficiles à avoir, des barrières trop lourdes, voilà, enfin, de la contention. Mais bon, ça s'est vraiment amélioré depuis une vingtaine d'années. Donc, il y a peut-être des difficultés aussi pour les jeunes femmes, puisqu'il y a de plus en plus de femmes dans les lycées agricoles, pour trouver des stages. Donc, trop de préjugés, cantonnés à la traite ou au veau, pas forcément adaptés aux travaux des champs. Il est important d'améliorer leur accueil aussi, donc avoir des toilettes dans les installations agricoles, des salles pour se changer. Parfois, peur pour l'agriculteur de le rapport homme-femme, on le sent encore. Donc, on peut en conclure que l'agriculture évolue et ils intègrent de plus en plus de femmes, seront connues par leur statut, leur savoir-faire. Une femme aujourd'hui a plusieurs compétences, c'est un métier varié, dynamique, où la femme a toute sa place. Moi, aujourd'hui, je suis pleinement épanouie dans mon métier. Ça me permet une belle cohésion de famille aussi. J'ai pu élever mes enfants, surtout pendant le Covid, par exemple. J'aurai un bon sens de la valeur travail. Donc ça, c'est très important. Et je n'ai pas peur de me salir. Voilà. Un grand merci Sabrina pour ce tour d'horizon qui était à la fois complet et puis c'était bien d'avoir votre expérience personnelle qui nous a permis de conclure ce tour d'horizon de quelques filières, hein. Bien sûr, il y en a d'autres, des filières qui sont engagées sur la question, mais là voilà, il a fallu qu'on choisisse et qu'on en sélectionne quelques-unes. Il est déjà 12h13, donc on a déjà explosé le timing. Il nous reste juste quelques petites infos, notamment via ma collègue Alexandra Trapenard. Et moi, je ne vais pas reprendre la parole après. Je vous dirai juste qu'on a fait une boîte à outils à la fin du support. Une boîte à outils où vous retrouvez les réseaux, des liens vers des ressources et tout un tas d'informations qui peuvent vous être utiles. Donc, je vais juste laisser Alexandra en 2 secondes expliquer les outils de l'agence sur cette question-là avant de remercier tout le monde. Alexandra, le défi t'attend. Alors, je relève le défi, donc je vais faire très rapidement. Donc, comme le disait Denis Le Boucher en introduction tout à l'heure, effectivement, l'agence travaille sur la mixité. Donc, effectivement, on a des dispositifs spécifiques comme les Girls Day, Tournoi des talents.
On travaille aussi en transversalité, donc dans toutes nos actions, dans tous nos événements. Et bien sûr, on a des outils qui sont mis à disposition que vous pouvez utiliser comme bon vous semble en fait. Mais voilà, petite idée, vous pouvez tout à fait, par exemple, l'utiliser avec les publics que vous accompagnez pour voilà, susciter le questionnement, réfléchir à c'est quoi les stéréotypes de genre et la mixité dans les métiers pour pouvoir aussi ouvrir le champ des possibles aux personnes que vous accompagnez, qu'elles soient en reconversion ou effectivement plus jeunes dans le cadre d'un projet à définir. Donc vous verrez, vous aurez tout à fait ce diaporama. Donc, nous avons une exposition mixité donc qui reflète en fait 15 portraits de professionnels où en fait on n'a pas l'habitude de voir que ce soit des femmes ou des hommes dans ces situations de travail et c'est accompagné effectivement de données qui permettent de questionner de questionner dans un atelier collectif par exemple. Ensuite vous avez un quiz mixité donc là où l'idée c'est un outil interactif qui permet de questionner ces représentations, de tester des connaissances et d'ouvrir le débat en fait. Ensuite, vous avez un atelier numérique, une présentation pédagogique. Je vous laisserai en fait aller voir via nos sites. Et ensuite, nous avons les événements de l'agence et les vidéos en ligne qui sont très importants parce qu'effectivement, comme je le disais, en transversalité, on aborde toujours la question de la mixité voilà, dans nos actions et d'ouvrir le champ des possibles. Donc, vous retrouverez un peu l'agenda au niveau de la Normandie. Et également la carte de nos coordonnateurs. Donc, chose qui est très importante, nous avons 10 coordonnateurs au niveau de l'agence qui interviennent sur des territoires qui sont définis et qui peuvent vous renseigner davantage sur ces outils et vous les prêter. Parce que nous n'avons pas que des outils comment dire, numériques, nous avons aussi des outils comment dire, des vrais outils, quoi. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec eux et vous aurez comme ça une présentation de l'agence un petit peu plus rapide que ce que je viens de faire, un peu plus élargie. Donc, j'espère avoir rempli l'objectif Merci, de le 2 défi minutes. était un peu exagéré, j'en suis désolée. Comme je vous l'ai dit, je ne reprends pas la parole. Vous allez voir, on va vous envoyer le replay de ce qu'on est en train de se dire. On va vous envoyer le support et à la fin de ce support, vous avez toute une boîte à outils où vous allez retrouver le lien vers la page nucléaire LinkedIn, vous allez retrouver le lien vers Tech pour toutes, vous allez retrouver tous les liens qui ont été évoqués, tous les outils qui ont été évoqués et d'autres. On a aussi abordé d'autres filières dans cette boîte à outils qui n'est évidemment pas exhaustive. Je tiens à remercier énormément tous les contributeurs et toutes les contributrices à ce webinaire qui était, je pense, nécessaire, une première étape en tout cas pour aborder auprès de vous, professionnels de l'info métier, de l'orientation, de l'emploi et de la formation en Normandie, cette question cruciale de la mixité dans les filières. On vous demandera votre avis et peut-être qu'on sera amené à faire d'autres webinaires si celui-ci vous a semblé pertinent. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Hop.